Bonjour à tous, du coup, merci de vous connecter aussi nombreux. C'est cool de pouvoir réunir autant de monde sur un horaire qui, pour nous, était, on va dire, quasiment le plus pratique. L'idée, c'est de discuter ensemble un peu plus d'une trentaine de minutes sur le sujet des attentes des collaborateurs autour de leur bureau et ensuite de vous laisser aussi du temps pour poser vos questions. Comme je disais, du coup, vous avez un espace de Q&A et de chat dans votre application Zoom et vous pouvez l'alimenter tout au long de la session pour qu'on puisse revenir dessus en fin de session, voire même rebondir en cours. Euh, Peut-être un petit mot du coup avant de commencer. Pourquoi on se parle aujourd'hui des attentes des collaborateurs autour du bureau? On est du coup en 2022, ça fait 2 ans que la crise du Covid a bouleversé nos manières de travailler et a vraiment introduit le télétravail dans le quotidien des gens. Concrètement, il y a eu, il me semble, 4 fois plus d'accords de télétravail. Enfin, le nombre d'accords de télétravail a quadruplé depuis 2020. Donc, ça traduit vraiment voilà, l'adoption générale du télétravail par les entreprises. Et en même temps, dans le même temps, on a un phénomène qui s'installe, dont beaucoup de gens parlent, qui est le phénomène de la grande démission, que vous devez connaître déjà. Mais on observe que le marché du travail n'a jamais été aussi fluide que ça, que les jeunes salariés n'hésitent pas à remettre en cause beaucoup plus tôt que leurs aînés justement les acquis sur leur entreprise actuelle, n'hésitent pas à mettre en concurrence leur employeur et à regarder ailleurs, à changer de job. Et donc, ça pousse en fait les entreprises à remettre la culture au centre de leurs préoccupations et tous les éléments qui peuvent renforcer cette culture au quotidien et augmenter la rétention des talents. Et dans ces éléments de culture, un des principaux que toutes les entreprises ont identifié maintenant, c'est le bureau. Donc la question, c'est vraiment de se pencher sur qu'est-ce qui va faire que les gens sont satisfaits de leur bureau, qu'est-ce que les gens recherchent de leur bureau, qui va les rattacher véritablement à leur entreprise. Et en fait, ensuite, comment on peut transformer ces attentes-là en une base saine sur laquelle construire vraiment une stratégie workplace, puisque ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, ça fait l'objet d'une vraie réflexion et d'un déploiement dans le temps. Euh, pour répondre à cette vaste question, on a invité 3 personnes que je suis vraiment ravi d'avoir sur le plateau, qui sont 3 experts du sujet, chacun dans leur domaine différent. Je vais les laisser se présenter et puis ensuite on pourra enchaîner. Peut-être que Alexandra, je te laisse commencer. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci à tous de vous être connectés. Donc, Alexandra Wozniak, je suis Global Workplace and Culture Manager chez Stuart. Donc, en fait, je m'occupe de l'aménagement des bureaux, de la culture d'entreprise et du bien-être des salariés. Et donc, nous sommes présents dans 6 pays différents. Et voilà, je chapeaute un peu ces six bureaux un peu partout en Europe. Peut-être que... Merci Alexandra. Cynthia, je te laisse enchaîner. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis la fondatrice de Leo Square. Donc depuis 6 ans, on accompagne des entreprises dans leurs projets immobiliers et principalement leur recherche de bureaux à Paris. Donc aujourd'hui, on accompagne des projets de 5 à 500 postes. Donc, on parle à un panel assez large d'entreprises et donc on accompagne principalement des startups et des scale-up, mais aussi des entreprises un peu plus corporate sur le marché. Super. Merci Cynthia. Et enfin, Quentin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Du coup, Quentin, je suis le cofondateur de Yemanja. Yemanja, on est une agence d'une trentaine de personnes qui fait de l'aménagement de bureaux. Historiquement, aussi beaucoup pour les startups et les scale-up. Toujours le cas aujourd'hui. Et on fait des bureaux, ouais, comme disait Cynthia, assez facilement 200 à 500 postes. Et on ferait des PME ou des corporates jusqu'à 1500 postes. On a fait des bureaux de Brut, de Miro, de MediaOne, etc. Au top. Merci Quentin. Et du coup, je vais clore ce tour-là. Moi, je suis Vianney Goater. Je suis un des 3 cofondateurs de Descare, qui est une solution d'organisation du télétravail et du flex office. Simple, intégré. On a la chance de bosser aujourd'hui avec plus d'une cinquantaine de clients dans 22 pays différents pour les aider à organiser la présence au bureau et recréer du lien social entre collaborateurs en mode hybride.
Et bien c'est parti. Du coup, moi, la première question, peut-être en 2 mots que j'avais pour vous, est-ce que déjà vous la ressentez, cette nouvelle tension, ces nouvelles attentes grandissantes autour du bureau dans votre quotidien, que ce soit avec vos clients ou avec vos salariés? Peut-être que Cynthia, tu peux nous en dire quelques mots. Ouais. Ouais, effectivement, en fait, ça a pas mal changé. Nous, on a vu un peu l'évolution depuis 6 ans. Et autant avant, je pense que le bureau, c'était vraiment un lieu qui était purement fonctionnel, de dire, bah, j'ai besoin de mettre mes équipes dans un lieu pour travailler. Aujourd'hui, et depuis ouais, peut-être 2-3 ans en tout cas, il y a un peu une évolution de la perception qu'ont les gens du bureau, de dire il faut évidemment que ce soit un lieu de travail, mais que ce soit avant lieu un lieu de collaboration. Et on voit vraiment, et de plus en plus, c'est une attente de nos clients, d'avoir des lieux qui soient agréables à travailler, mais surtout agréables à vivre. Et donc, effectivement, ça change pas mal de paramètres sur qu'est-ce qu'ils recherchent autour de leur bureau. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Cynthia. C'est vrai que nous, on utilise le bureau comme un outil de promotion, en fait. Donc, effectivement, quand on recherche de nouveaux talents, on promeut le lieu, les espaces qu'on a, ce qu'on peut proposer aux salariés. Donc, c'est vraiment un outil de promotion quand on cherche de nouveaux talents. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire attention à toutes ces choses quand on aménage nos bureaux. C'est-à-dire que vous l'exposez sur Welcome to the Jungle ou Voilà, sur le job description, en fait, il y a tout un premier paragraphe avec ce qu'ils auront, enfin, pas un premier, mais il y a un paragraphe qui détaille effectivement les avantages de venir à Swart et pourquoi, et toute une partie workplace est présente, en fait. Donc, le fait qu'ils aient accès à une terrasse alors, je vais te donner plein d'exemples. On n'a peut-être pas tout chez nous, mais voilà, baby-foot, ping-pong, le barbecue, tout ça, tout ça. Donc, c'est des petits plus où les gens maintenant recherchent la petite différence aussi sur le workplace. Ok, donc c'est vraiment défini comme un perk à part entière au milieu de Les tickets la resto, mutuelle, c'est ça, ok, tout à trop fait. bien. Quentin, Ouais, aussi, tu ressens ça? ouais, carrément. Cynthia a abordé un peu le sujet. Ça a été très fonctionnel pendant longtemps, le bureau. Effectivement, j'ai des équipes, il faut que je les installe, quoi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur, enfin, les bureaux sont beaucoup plus un aspect émotionnel. C'est qu'est-ce que le salarié ressent, qu'est-ce que ça traduit de la culture de l'entreprise. Et en fait, voilà, il y a toujours de l'aspect fonctionnel forcément derrière, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui aient un bureau potentiellement où travailler ou des salles de réunion, voilà. Mais c'est beaucoup plus abordé d'un point de vue émotionnel et qu'est-ce que le bureau traduit au quotidien chez les équipes. Et ça se ressent chez tout le monde. Et je pense que là où ça a été assez naturel et assez classique depuis peut-être ouais, 5-6 ans chez les startups, en fait, aujourd'hui, c'est juste que ça se traduit dans toutes les entreprises, peu importe qui elles sont. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des avocats qui cherchent à amener de l'humain dans leur bureau. Alors que pourtant, avant, c'était très classique. On faisait de très beaux bureaux, peut-être design. Aujourd'hui, non, on cherche aussi des endroits où on se sent bien. Et voilà, chose que je ne faisais pas du tout il y a plusieurs années. Ok, le switch du fonctionnel à l'émotionnel dans le bureau, ça c'est intéressant. Ça permet d'embrayer du coup sur la première question. On a choisi de décomposer ça sur 3 thèmes. En fait, on a repris le fil chronologique de quelqu'un qui chercherait des nouveaux bureaux. D'abord, le nouveau bureau, où est-ce qu'on le mettrait? Qu'est-ce que les personnes attendent de l'emplacement de leur bureau? Ensuite, comment il serait aménagé à l'intérieur de ce bureau? Donc, une fois qu'on a le local, qu'est-ce qu'on en fait de l'intérieur? Et enfin, l'expérience collaborateur, une fois qu'on a le local et l'aménagement, comment on y vit dans ce local. Et dans ce bureau, du coup, qui est le flagship vraiment de la culture de l'entreprise. Peut-être le premier point, du coup, sur la localisation, où est-ce qu'on veut que le bureau soit, à quoi on s'attend aujourd'hui, quand on cherche un nouveau bureau, justement, maintenant qu'on a le télétravail, etc. Peut-être que Cynthia, là-dessus, c'est là où vous, avec les Square, vous avez le plus de demandes de recherche vraiment des locaux et de l'emplacement. C'est quoi ce qui est prisé aujourd'hui en 2022? Écoute, alors nous, on est très parisien, proche couronne. Donc, mon expérience, elle est quand même très liée à Paris, mais je pense que c'est un peu le même sujet sur les métropoles françaises. Alors, à Paris, la réponse, c'est le 2e, le 8e et le 9e arrondissement qui sont
très clairement de loin, je pense, le podium des arrondissements les plus recherchés, et ça vient en écho en fait que c'est ce que veulent les entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir des bureaux qui soient suffisamment bien localisés pour qu'il n'y ait pas de friction des temps de transport des collaborateurs. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui, plus personne n'a envie de passer du temps dans les transports. Et surtout, quand tu as une politique de télétravail qui s'instaure, en fait, tu as des collaborateurs qui vont très vite dire si c'est pour passer 1 heure dans les transports par jour, je vois pas pourquoi je viendrai au bureau, autant que je bosse de chez moi, parce qu'en plus, je perds du temps et ça nuit à tout le monde. Donc, la localisation, elle devient vraiment clé. Il faut qu'elle soit centrale. Donc, après, le barycentre, il dépend des équipes et pour la plupart des gens, ça va être le centre de Paris. Donc, c'est pour ça que c'est principalement le 2e, le 8e, 9e, mais ça peut être ailleurs. Il faut avoir aussi en tête, tu as aussi une logique qui est très territoriale, c'est-à-dire qu'à Paris, principalement, mais c'est le cas dans les autres bureaux, tu as des zones de bureaux et d'autres qui sont plutôt résidentielles. Et c'est vrai qu'à Paris, les bureaux sont principalement en rive droite et plutôt dans le centre. Donc, mais c'est un vrai critère et probablement un des premiers critères des entreprises aujourd'hui, au-delà des sujets de budget et de surface, c'est la localisation. Où est-ce que mes bureaux vont être? Ouais, je peux confirmer complètement. Quand on a fait nos recherches de bureaux pour Paris, donc on a changé, Stuart a déménagé en janvier 2022, mais on a commencé nos recherches en 2021 et effectivement, un des premiers critères, c'était où on allait mettre ces nouveaux bureaux. Il y a eu beaucoup de questionnements sur extramuros, donc tout ce qui était en dehors de Paris, proche couronne, comme tu dis, Cynthia. Mais on avait justement peur de perdre un grand nombre en fait d'employés. Donc on s'est vite dit, il faut qu'on recentre un peu ça et qu'on reste en fait dans Paris. Donc le choix a été la balance a été vite pesée en fait. C'était bon, si on veut garder le plus de collaborateurs possible et qui viennent justement, du coup on va rester dans Paris. J'ai les mêmes problématiques pour les autres pays en fait, donc Barcelone et Londres où on a aussi des bureaux qui sont au centre de la ville. C'est la même chose. Si là demain on cherche des bureaux pour Londres, on cherche dans des zones géographiques qui sont déjà London Center, donc vraiment assez central pour surtout qu'en plus à Londres c'est très vaste, c'est encore plus grand qu'à Paris, donc le temps de transport est encore plus important. Donc on est vraiment en train de calculer cette problématique justement de distance et rapprochement par rapport aux collaborateurs. Oui, tu as vraiment ce truc-là que nous, on a vu aussi des clients qui se posent la question d'être plutôt en périphérie versus le centre. La principale, le leitmotiv derrière, c'est de dire ça coûte moins cher d'être en périphérie ou en dehors de Paris. Donc, est-ce que, en fait, je fais un trade de dire je prends des bureaux moins chers ou pas? Souvent, ça vient avec en fait, le trade que la plupart des clients font, c'est de dire à la limite, je préfère prendre plus petit dans le centre de Paris, mais que ça soit super bien localisé et quitte à organiser mes équipes pour que justement il y ait une rotation, qu'on fasse du flex office, que les espaces soient pensés un peu différemment, mais je préfère qu'il y ait un peu moins de place, des bureaux peut-être un peu moins grands parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir forcément aussi grand que ce qu'on pourrait se payer si on était en périphérie, mais je reste dans le centre. Ça, c'est un trade que vous observez et que vous confirmez, le fait que les salariés sont prêts à accepter moins de place potentiellement, ce qui peut être perçu. Alors après, enfin, on voit, hein, il y a des manières d'optimiser ça, mais ce qui peut être perçu comme moins de confort et tout. Si on est à budget égal entre plus grand, mais à Gennevilliers ou à Issy-les-Moulineaux, et beaucoup plus petit dans le Sentier, eux, les salariés, seraient plus heureux en étant dans le Sentier? Ouais, écoute, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on a eu le cas avec une grosse scale-up qui a changé de bureau là il n'y a pas longtemps. On avait identifié 2 sites pour eux. Il y en avait un qui était dans le 17e, plutôt du côté Pont-Cardinet, et un autre site qui était dans le centre de Paris, dans le bas 10e, pas très loin de leur bureau actuel. Et en fait, ils ont posé la question à leurs équipes, est-ce que vous préférez avoir des bureaux qui soient plus grands avec un extérieur mais qui soient un peu plus loin du centre, ou est-ce que finalement vous préférez avoir des bureaux qui ont peut-être moins d'add-on, type extérieur, rooftop, terrasse, mais qui soient centrales. Et ils ont posé la question aux équipes et majoritairement, les gens ont dit non, on préfère avoir un bureau peut-être un peu moins bien en termes de caractéristiques, mais central. Donc la localisation, elle a primé, et ça, c'est le cas qu'on voit la plupart du temps sur les caractéristiques du site en lui-même. Ok, hyper intéressant.
Nous aussi, Et on puis toi? a. Pardon, vas-y, Quentin. Non, non, vas-y. Nous aussi, on a fait bah, pareil. Nous, c'était Gennevilliers, Saint-Ouen, parce que c'était moins cher, effectivement. Beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace. Mais on s'est retrouvé à faire pareil, ce même questionnaire en interne et avec exactement le même résultat, c'est-à-dire rester dans Paris. Alors, on n'est pas à Ok. Sentier, mais on est bien aussi. Donc ça, c'est De pas toute mal façon, pour. les équipes, elles sont habituées aujourd'hui à ne pas venir tous les jours au bureau, à vivre enfin, on va dire cette rotation qui existe déjà. Elle a été forcée pendant un temps et les équipes, elles s'y sont aujourd'hui attachées. Elles sont habituées et attachées au final. Donc, je pense que c'est plus un vrai problème pour les équipes. C'est naturel, quoi. Ouais. Et puis, si je dis pas de bêtises, du coup, les gens viennent pour être central au bureau, mais aussi parce que, en fait, en sortant du boulot, t'as pas envie forcément de te retrouver à Gennevilliers ou je ne sais où. Tu veux pouvoir enchaîner avec un dîner, enfin, voir des personnes hors boulot, mais qui sont du coup situées dans le même centre que toi, quoi. C'est ce que tu disais aussi, Cynthia, le regroupement euh, avec des boîtes similaires dans le même quartier et tout, ça permet aussi de créer cette émulation-là via le site que tu choisis, quoi, via l'emplacement. Ouais. Ouais, c'est sûr. Moi, je l'ai vécu, même à titre perso. J'ai bossé pendant un moment à Issy-les-Moulineaux chez Bouygues Télécom et on avait des super bureaux. C'était une tour qui était géniale en termes d'infrastructure, c'était top. Mais en vrai, moi, j'ai pas mal souffert de me dire, bah, le midi, en fait, j'ai pas trop d'autre choix que de déjeuner avec mes collègues, même si je les aime bien. Mais en fait, tu peux pas aller faire une course, tu peux pas aller déjeuner avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ça t'enferme vachement dans ta journée de travail de pas pouvoir dire bah tiens je me fais une pause de midi et je vais à mes occupations perso ou je vois quelqu'un d'autre. Donc c'est aussi un gros sujet et ça c'est très vrai pour Paris versus extérieur de Paris. Ouais, ok. Ce que je retiens aussi, c'est que du coup, que ce soit toi, Alexandra, ou du coup, bah, les personnes avec qui Cynthia t'est amenée à bosser, il y a une vraie volonté d'impliquer les salariés dans les choix. Là encore, enfin, c'est limite les salariés qui maintenant imposent leurs conditions, quoi, plutôt que le DAF qui dit voilà où on va parce que ça nous coûte moins cher, si je comprends bien. Alors, je dirais pas forcément qu'ils l'imposent, mais en tout cas, on les implique et on leur demande pour pouvoir nous prendre au mieux la meilleure décision, en fait. Parce que malgré tout, ils sont impliqués dans la vie de l'entreprise. On les considère vraiment proches de nous. Et pour que eux se sentent aussi proches du projet, pour qu'ils se sentent aussi considérés et reconnus et impliqués, ben, voilà, on leur pose des questions pour tout ça, pour toutes ces raisons, en fait, tout simplement. Et après, on va peut-être pas pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie et surtout répondre à tous leurs besoins. Malheureusement, ça on peut pas. Par exemple, nous, on n'a pas pu mettre de salle de gym alors que c'était demandé dans le questionnaire dans nos bureaux. On a privilégié d'avoir plus de salles de réunion que d'avoir une salle de gym. Euh, voilà, on a posé la question, on a bien lu les commentaires, on a bien écouté les besoins et les requêtes. Mais après, il y a aussi ce que la boîte a besoin de faire et a besoin d'avoir pour être productif, en fait. Carrément. Ok. Et peut-être que ça peut juste intéresser les personnes qui nous écoutent, mais ce sondage-là, vous l'avez fait avec quoi? C'était du Slack et Google Form ou c'était Ouais, on l'a fait sur Typeform, nous. Typeform? Ok. Mm. Et envoyé à tout le monde par Slack à l'entreprise. Voilà, on l'a fait par Slack, on a communiqué par Slack et par mail. Et on a Ok. fait une ou deux relances pour avoir le plus de gens possible. Et après, on a fait avec une analyse. Au top. On va passer du coup à la deuxième partie. Donc maintenant qu'on a trouvé nos locaux idéaux, peut-être plus petits qu'imaginés, mais plus centraux et du coup qui correspondent plus à ce qu'attendent les personnes qui sont mis en télétravail, mis au bureau. Comment on aménage ces locaux? Également aussi, bah, compte tenu peut-être du fait qu'il n'y a pas forcément une place par collaborateur. On peut passer du coup en flex. Quentin, là, on se tourne un peu vers toi, mais est-ce que le flex, du coup, c'est devenu la norme chez 50-100% de tes clients? Comment ça se passe? C'est devenu une vraie norme. C'est pas encore partout. Il y a des gens il y a des gens, il y a des métiers qui sont attachés à leur poste. Par exemple, nous, on travaille pas mal aussi avec des studios de jeux vidéo.
C'est des trucs tout bêtes, mais c'est des ordinateurs qui doivent être extrêmement puissants, qui peuvent pas être forcément portables. Et donc, en fait, derrière, il faut réussir à avoir un poste de travail fixe sur lequel on va venir tous les matins pour retrouver son ordinateur. Donc, on peut pas le faire vraiment partout. Dans la production, c'est difficile aussi. Mais par contre, ça se généralise et en tout cas, on essaye d'apporter, même quand on ne peut pas le faire avec un poste, on essaie de l'apporter dans la mentalité, dans l'esprit. De créer des espaces annexes dans lesquels on va aller travailler, des espaces qui vont être très différents les uns des autres, si possible, pour essayer de multiplier les usages. Et donc de créer, bien sûr, des salles de réunion, bien sûr, des espaces calmes, mais aussi peut-être des espaces plus actifs, des espaces de brainstorming, des espaces d'idéation, des espaces parfois de sieste, etc. Mais en gros, dans des endroits où on va retrouver, en dehors de son poste, c'est une énergie qui nous correspond à un moment donné où on en a besoin. Donc ça clairement, on le sent beaucoup. Et puis bien sûr, on a eu tendance, enfin, la deuxième tendance qu'on voit pas mal aujourd'hui, c'est qu'on a eu, pendant 10 ans, on a beaucoup décloisonné les bureaux pour enlever les bureaux individuels et amener des open space. Aujourd'hui, on recloisonne un peu plus aujourd'hui, mais différemment, avec tous ces espaces un peu différents, thématiques, etc. Donc on refait un peu le chemin inverse, que l'open space a tendance à faire peur. Quand on vient au bureau, on a envie d'être avec du monde, mais on a potentiellement été au calme pendant 2 jours chez soi et on n'a pas envie de se retrouver dans un open space avec 40 personnes. Voilà, il y a un peu ce mix qui est en train de se faire aujourd'hui. Ces nouvelles cloisons, en fait, c'est des nouvelles cloisons invisibles. Ce que tu dis, c'est des espaces qui sont vraiment très différenciés pour y assigner des activités. C'est ça, du calme versus du bruit, de la confidentialité versus du partage. Enfin, c'est souvent assigné à des équipes, type RH ou tech ou sales, des choses comme ça, ou même pas? C'est beaucoup plus attribué à des usages, selon moi, qu'à des équipes. Vraiment, on est vraiment passé la compta à son bureau de 3 personnes, et puis à côté de ça, la compta fournisseur, elle a son bureau de 3 personnes aussi. Enfin, et puis on multiplie les bureaux et puis les bureaux individuels. Et donc pour une entreprise de 100 personnes, on a facilement 30 bureaux, quoi. Ça, c'est il y a 10 ans. Aujourd'hui, on va peut-être avoir, pour une entreprise de 100 personnes, 3-4 open space. Et par contre, on va avoir créé à côté de ça un nombre de pièces avec des vraies cloisons ou avec des usages différents de mobilier, etc., ou d'agencement, mais on va créer des endroits, des espaces qui vont répondre à des usages du quotidien, des réunions d'équipe. Je fais mon daily tous les matins, il faut que je puisse peut-être avoir un endroit où le faire. Je veux aller faire brainstormer sur un sujet, il faut que j'ai un endroit où le faire. Je vais être au calme pour travailler sur un dossier, il faut aussi que je trouve un endroit où aller. Et puis, je vais me réunir à 2, 3, 10, 20, parfois 100 pour faire des HoloLens. Il faut que tout ça trouve un usage dans les bureaux. Donc, en gros, le fait d'avoir décloisonné pour faire des open space, on a gagné des mètres carrés, entre guillemets, qu'on réutilise au final dans ces espaces différents. Ok. Vous étiez dans cette logique, Alexandra, sur vos nouveaux bureaux, sur vos derniers aménagements, ou là même sur justement ta recherche pour Londres. Comment ça se passe? C'est du recloisonnement ou Complètement. J'ai l'impression que Quentin a résumé notre brief, en fait. C'est vrai que nous, quand on est arrivé avec un brief, c'était beaucoup de salles de réunion, en fait. Donc, on a remarqué que avec le télétravail, en fait, les équipes étaient vraiment dispersées et on avait besoin d'avoir plus de petites zones pour se réunir et pas faire un call en open space qui peut déranger du coup toute une équipe. Donc dans notre brief, il y avait beaucoup de phone booths ou je sais pas comment on le dit dans une autre langue, donc phone booth, ce sera cabine téléphonique. On avait des salles de réunion, des petites salles, on avait des grandes salles, et après, comme disait Quentin, on a aussi beaucoup d'espaces. Donc en fait, c'était des espaces collaboratifs. On a un espace social aussi, là où on peut venir manger tous ensemble, partager, faire un all hands. On a un espace vraiment plus chill. On a des endroits où on peut s'asseoir, des endroits où on peut travailler debout. Voilà, on a voulu mixer un peu toutes ces zones différentes.
Et effectivement, nous, chez Stuart, comme tu dis, on a misé donc sur le flex office. Donc, on a effectivement des équipes qui vont travailler dans des sites un peu parce qu'on les a mis là, on leur a dit, bah, tiens, ici, ce sera les sales, mais on peut retrouver des sales qui se sont assis ailleurs parce qu'ils en ont envie. Et ensuite, on a aussi décidé d'être en flex office pour pouvoir avoir moins de postes et pour avoir cette rotation qu'on parlait juste avant, le fait qu'il y ait du télétravail, que tout le monde ne vient pas. Donc, pourquoi garder un poste pour une personne qui ne va pas être là tous les jours alors que quelqu'un peut venir s'asseoir? Donc, du coup, nous, on est passé sur 70% de places assises comparé à la totalité des employés qu'on avait sur le site, par exemple, de Paris. Et c'est ce qu'on va essayer de reproduire effectivement pour Londres. Ok. Et là-dessus, du coup, je vois que les questions commencent à arriver sur le Q&A et une question qui doit concerner pas mal de monde. Est-ce que vous trois, vous avez eu des cas de personnes qui étaient réfractaires? Moi, j'ai en tête en fait une étude de JLL, un gros cabinet de conseil en aménagement et en immobilier, qui explique qu'il y a une très grande majorité de réfractaires, enfin une très grande, autour de 60% des personnes qui, quand on leur parle du passage au flex office, en ont peur, déclarent en avoir peur. Et en fait, quand on fait la même étude sur les personnes, une fois que c'est passé au flex office, il y a plus de 80% d'adhésion totale au modèle du flex qui a été adopté. Donc on voit qu'il y a des peurs en amont, mais que le modèle finalement convient aux gens. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça de personnes réfractaires qu'il a fallu convaincre et qui soit ont encore ces réticences-là, soit au contraire, justement, est-ce que finalement ça convient à tout le monde? Tu as une double logique, je pense. Nous, ce qu'on voit, c'est en soi, tu n'as pas besoin de flex office dès lors où tu as les moyens d'avoir des bureaux qui permettent d'accueillir tous les postes de travail et que tu as les moyens aussi d'avoir de l'espace pour ce que dit Alexandra et Quentin, c'est-à-dire d'avoir aussi beaucoup plus d'espace aujourd'hui qui sont dédiés à de la collaboration, à des espaces de vie. Donc, si tu as les moyens de tout ça, la question se pose assez peu. C'est rare qu'une entreprise se disent, OK, je vais dédier autant d'espace, donc il faut faire des trades. Et souvent, en fait, les collaborateurs sont réfractaires parce que je pense qu'on est dans une culture qui est hyper attachée à avoir son espace à soi, son pot à crayon, sa petite photo sur le bureau, ce qui caractérise des trucs. Mais si tu leur dis, est-ce que la contrepartie, ça, c'est d'avoir plus d'espace de vie, de pouvoir faire un peu plus de télétravail, généralement, les gens disent, OK, il y a peut-être aussi un équilibre qui est bénéfique pour moi. Et finalement, l'adoption, ouais, elle est plus, enfin, en tout cas, le frein, c'est assez sociétal et historique, mais dans l'usage, effectivement, je ne sais pas si c'est 80-90% des gens, mais tout le monde en voit l'intérêt et très vite, tu te réorganises pour dire c'est pas très grave de plus avoir de bureau dès lors aussi bien organisé et que la contrepartie, c'est d'avoir un extérieur, c'est de pouvoir tous déjeuner ensemble au bureau et de travailler dans des bonnes conditions. Ouais, là-dessus, moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis, Quentin et Alexandra, mais ça me fait juste penser à un échange que j'avais eu avec Arthur, le workplace manager de Mano Mano, qui est une grosse startup. Et en fait, on retrouve en fait cette logique de donnant-donnant où on enlève de la surface, mais il ne faut pas que ce soit perçu comme simplement quelque chose qu'on enlève aux salariés. Et il faut impérativement que, à l'inverse, l'entreprise donne quelque chose de plus, quoi. Que ce ne soit pas juste une perte, mais au contraire que le potentiel gain financier, qui peut être énorme d'un passage au flex, puisse être réinvesti. Alors, Mano Mano l'a fait beaucoup dans, par exemple, de l'événementiel, des off-site d'équipe, des choses comme ça. Ça peut être aussi dans, justement, beaucoup plus de salles de réunion, d'espaces informels, de services dans les bureaux. Peut-être pour répondre, du coup, à cette question qui a été posée dans le chat, je pense que le fait de redonner en échange est très important pour l'entreprise qui veut passer progressivement au flex sans braquer tout le monde. Il faut aussi comprendre, je pense, que ce ne sera pas un gain financier à 100%, en tout cas, il ne faut pas le faire dans cette logique. Il y aura du gain financier, peut-être, si c'est bien fait, mais il faut aussi le voir comme un service additionnel et quelque chose qui doit au moins en partie être réinvesti dans l'expérience collaborateur. Je ne sais pas si, voilà, Alexandra, Quentin, je suis preneur de... Ouais. En tout cas, ce
Ce qui est sûr, c'est que la communication, en fait, elle est clé au moment donné en amont du projet et après. En fait, le flex, il y a des peurs, c'est normal. Je pense que les premières questions qu'un office manager a quand il apprend qu'un bureau a été choisi, c'est où est-ce que je vais être assis. En tout cas, ça a été ça pendant très longtemps. Avec qui, à côté de qui, enfin, c'est normal. Je pense on y est encore. Peut-être qu'avec le temps, c'est des choses qui vont disparaître, mais aujourd'hui, on y est encore. Mais en fait, le but, c'est de communiquer, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce choix, de pas laisser les équipes dans le flou. Euh, un projet, à partir du moment donné, on a trouvé un site, et à un moment donné où les équipes vont rentrer dedans, il peut se passer plusieurs mois. Plusieurs mois, c'est long, ça laisse le temps aux rumeurs de s'installer, aux idées de se créer, aux idées de se créer, de se nourrir et d'avancer. Et en fait, il faut communiquer, expliquer, et ensuite, une fois qu'on est sur place, de toute façon, le flex office, ça se travaille et ça s'entretient, et ça continue de s'animer. Et en fait, une fois que les bureaux sont occupés, en fait, c'est pas fini. Ça s'anime au quotidien, ça doit se gérer, et ça demande de l'implication. Forcément des équipes qui sont en charge, donc les office managers, les workplace managers, et aussi il y a des outils pour s'assurer que tout ça reste une expérience positive au quotidien en fait. Et c'est le risque, c'est de penser qu'une fois que l'aménagement est fini, et qu'on a dit à tout le monde qu'il avait un casier et qu'il prenait la place qu'il voulait, que ça soit terminé quoi. Ça, je pense sur les outils qui permettent que ça se passe bien, on est plutôt d'accord. Nous, c'est c'est notre raison d'exister. Mais moi, ce que je retiens, c'est il faut même pas laisser aux gens le temps de douter, en fait. Il faut maintenir un rythme et une communication dans ces projets de passage au flex qui évacue ces peurs-là, quoi. Peut-être qu'Alexandra, Ouais, moi j'allais dire que du coup, en fait, il faut. En fait, nous, on a pris, on a sauté sur deux occasions. La première, ça a été l'arrivée du Covid, justement avec les restrictions, le fait qu'on ne devait pas être autant au bureau et le télétravail. Du coup, on a mis en place cette méthode de flex office. Donc, nous avons réservé notre place sur un vieux timesheet Excel. Et du coup, bon, on a trouvé d'autres solutions plus tard qui sont arrivées bien heureusement. Et le changement de bureau, en fait, ça a aussi été un moment clé pour pouvoir mettre ça en place facilement en disant justement, là, on change de bureau, on change de méthode, on change de façon de faire. Et encore une fois, comme dit Quentin, la communication est clé. Une fois qu'on explique bien, donc c'est pour ça qu'on fonctionne en termes de zones, donc la partie sales, la partie finance. Donc comme ça, ils ont un repère de là où ils peuvent s'asseoir pour être avec leur équipe. Mais après, on leur laisse bien le choix de pouvoir s'asseoir où ils veulent, s'ils le souhaitent, se mélanger à d'autres équipes, créer un autre univers pour travailler sur un projet défini. Mais du coup, on a vraiment sauté sur la vague du déménagement pour le faire, en fait. ouais, c'est vrai que cet effet d'opportunité aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, où il y a un bail qui arrive à sa fin ou quelque chose comme ça, et c'est le moment ou jamais pour introduire du change et sauter sur l'occasion, parce qu'en fait, un déménagement, c'est déjà un changement. Alors, introduire un nouveau changement comme ça se fait beaucoup plus facilement que si du jour au lendemain, on décide de changer pour une raison que personne n'arrivera vraiment à comprendre, en fait, ou en tout cas, il y a un risque. Euh, Effectivement, donc cet effet d'opportunité-là, je pense que c'est quelque chose à avoir en tête aussi pour les personnes que le passage au flex pourrait intéresser. Merci pour toutes ces questions. On note les nouvelles questions qui arrivent dans le chat au fur et à mesure. On doit juste avancer un petit peu, mais on y reviendra à la fin. La troisième partie, c'est sur, du coup, une fois qu'on a nos nouveaux bureaux qui sont aménagés, et d'ailleurs, il y a une partie sur les salles de réunion qui, je pense, est beaucoup plus importante que ce qu'on croit. En fait, il y a énormément de tension, mais on pourra revenir dessus peut-être à la fin. Donc, une fois qu'on a ces nouveaux bureaux qui sont aménagés, comment on fait vivre l'expérience collaborateur? Pourquoi les gens viennent au bureau? Est-ce que l'aménagement suffit? Et si non, est-ce qu'il y a d'autres services ou d'autres choses à proposer? Et lesquels marchent bien, en fait? De mon expérience, les gens viennent au bureau. Avant, ils venaient pour travailler. Aujourd'hui, ils viennent pour collaborer. C'est travailler, mais travailler avec des gens. Je parlais des salles de réunion, on y reviendra, mais et Quentin pourra, je pense, le confirmer. Mais tu as de plus en plus de petits espaces pour travailler à deux ou de pouvoir s'isoler avec des phone box, etc.,
que des grandes salles de réunion statutaires où en fait tu viens au bureau et tes bureaux c'est pour accueillir des gens, c'est pour plus paraître que être le temple de ta propre culture. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens, les collaborateurs ont besoin de services aussi, d'un lieu qui soit agréable à vivre. Donc, dans les demandes, tu as les extérieurs, je pense que c'est le truc top one. Le problème, c'est à Paris, on n'a pas beaucoup. Mais tu vas avoir des espaces, pas tant le baby-foot un peu traditionnel, mais ça va être des douches pour aller, tu vas pouvoir aller courir le midi et pouvoir rentrer de faire du sport. Alors, tu vas avoir des gens, ça va être une salle de sport ou un minima, d'avoir un lieu pour pouvoir se défouler. Et tu auras aussi, je pense, qui se révèle dans l'aménagement, des gens qui vont être très regardants sur leur espace de travail. Autant avant, je pense que ça dérangeait moins les gens. Soit ils étaient dans des bureaux cloisonnés ou ils étaient dans des batteries de bench. Aujourd'hui, ils sont très sensibles aussi à leur environnement de travail, phonique, de luminosité, etc. Et donc, ils viennent chercher ça. Ils viennent chercher des lieux où ils peuvent sortir de leur poste de travail, avoir des espaces pour être en équipe ou tout seul, et aussi avoir un espace de travail qui soit hyper confortable et pas la grande bétaillère. Alors après, parfois, t'as pas trop le choix, mais ils viennent pour ça aussi. Sinon, en fait, ils sont mieux chez eux. Et c'est la plupart de nos clients nous disent, si j'ai besoin de me concentrer, je suis chez moi. Par contre, si j'ai besoin d'être en équipe, de travailler, d'être stimulé, je veux être au bureau. Et dans ce cas-là, il faut des espaces et une expérience collaborateur qui permettent de créer ça. Je ne sais pas si Alexandra ou Quentin, vous voulez ajouter quelque chose justement par rapport à ces services. Et puis même, c'est justement le baby-foot, c'est marrant, il y avait une question là-dessus dans le chat sur le baby-foot. En fait, là, ce que tu réintroduis, c'est quasiment du fonctionnel. Moi, j'avais en tête le local à vélo aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment venir à vélo au bureau, être sûr qu'il y a de la sécurité autour de ça. Les douches. Alexandra, toi, dans tes différents sites, surtout que vous avez 6 sites différents, est-ce que les demandes sont les mêmes, les services sont les mêmes? Comment ça se passe? Alors, on essaye d'aligner un petit peu, surtout en fait, pour justement quand un collaborateur passe d'un site à un autre, il retrouve à peu près les mêmes services et se disent pas, en France, ils sont mieux lotis, ils ont ça. Et en Angleterre, la chance, ils ont plein de pudding. Non, pas du tout. Du coup, on essaye justement d'aligner et de faire des choses un peu, d'apporter les mêmes services en fait dans tous les pays. Donc, des fois, c'est pas forcément possible. Par exemple, nos bureaux en Espagne sont un peu trop petits pour pouvoir poser le baby-foot. Donc oui, on a un baby-foot à Paris, mais malheureusement, en Espagne, on ne peut pas en avoir un. Mais on travaille plus sur aménager des phone booths en Espagne qui ne sont pas encore. Et justement, on disait qu'il y avait besoin d'avoir de plus petits espaces. Donc là, comme c'est pas des nouveaux bureaux, c'est des bureaux qu'on est en train d'aménager différemment. Il faut repenser un peu l'espace, comment redonner une fonction en fait à chaque espace en fait, parce que du coup c'était un peu des benches, et puis tout le monde était là. Maintenant, c'est d'essayer de redonner un peu de fonctionnalité partout. Et ça vient aussi dans la culture, c'est-à-dire que nous, on a aussi beaucoup joué sur le design, sur la marque employeur, donc les logos, la colorimétrie, d'apporter aussi une identité visuelle. Donc ça, on l'a aussi essayé de l'apporter sur nos bureaux. Et oui, effectivement, après, tout ce qui est services supplémentaires, les drinks, les snacks, c'est des petites choses comme ça qui sont pas forcément liées à l'aménagement, je souhaite, mais d'avoir une cuisine qui permette de recevoir tout ça, voilà, des choses comme ça, c'est demandé, ouais. C'est quoi le perk le plus... Là, si je vais voir quelqu'un de Stuart à la sortie du bureau dans la rue, je lui demande ce qu'il préfère quand il vient au bureau, tu penses que c'est quoi ce qui va ressortir? Alors, pour les bureaux ou pour le perk en général de ce que nous on offre chez Stuart? Le perk qui est lié à la vie au bureau, qui est le plus apprécié des personnes de Stuart. Je sais pas, ça peut être une terrasse ou qu'est-ce qui va faire que les gens, en sortant, ils se disent ouais, j'ai passé une journée qui était vraiment cool. Alors, les retours qu'on a, alors c'est souvent des autres bureaux qui viennent à Paris, parce que du coup, nos bureaux de Paris sont tout neufs depuis même pas encore un an. C'est justement cette identité visuelle qu'on a réussi à mettre sur les bureaux de Paris.
et d'avoir des espaces. Donc, on a mis de la verdure aussi. Enfin, on a fait, voilà, on a des plantes. On a essayé d'être aussi pas trop encombré. Donc, visuellement, donc il y a des graphiques, mais je veux dire, il n'y a pas 3 placards d'archives qui traînent par-ci. Il n'y a pas toutes les boîtes qui traînent par-là. On a essayé d'épurer aussi un peu parce que justement, les choses qui traînent, ça fait mal aux yeux malgré tout. Et du coup, c'est plus l'ambiance qui s'est installée en fait sur les bureaux de Paris et comment ils Vous s'y avez sentent quand ils réussi viennent. à, vous avez réussi à instiller votre identité visuelle et du coup votre culture dans le bureau, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ok. Ça, c'est un truc qui doit te Ouais. parler, Quentin. Ouais, en gros, aujourd'hui, un salarié, il rejoint une équipe et une entreprise pour souvent la mission, les valeurs, la culture de l'entreprise, euh, plus que parfois même le projet en lui-même, qui est intéressant, mais il y a tout ce qui est autour qui compte beaucoup dans le poids et la décision du salarié. Donc, derrière, il faut que au quotidien, dans l'aménagement, dans la recherche, ça traduise tout ça. Euh, et nous, enfin, je sais que on le voit beaucoup, mais bien sûr, ça passe par le côté de la brand, la marque, ça joue beaucoup, mais c'est souvent aussi tout ce qui est imperceptible, toutes ces valeurs, toute cette culture qui est parfois un peu euh, moins écrite ou moins visuelle, qui donne de l'importance et qui est importante pour les équipes. Voilà, si je peux donner un petit exemple d'un projet qu'on a fait il y a plusieurs années maintenant, mais qui résonne toujours aujourd'hui et qui du coup est assez parlant, je trouve. On a travaillé pour une entreprise qui s'appelle Meilleurs Agents, qui est une entreprise assez connue, enfin, une startup assez connue, qui est maintenant une scale-up. À un moment donné, on les voit, ils sont 150, ils prennent des bureaux pour 300 personnes globalement. En fait, nous, on creuse pour comprendre la culture de l'entreprise et on se rend compte qu'il y a une histoire qui existe chez Meilleurs Agents, qui est un peu une histoire qui n'a jamais vraiment, qui est un peu une espèce de légende que tout le monde a entendue, qui est qu'un jour, le fondateur emmènera son équipe à l'autre bout du monde parce que il a un endroit, un hôtel qu'il adore, avec une paillote sur la plage, etc. Et c'est un peu une légende qui existe chez Meilleurs Agents, qui est souvent partie de quelque chose de vrai, mais il y a ce truc, et puis bah, c'est quand même pas possible d'emmener 300 personnes à l'autre bout du monde, voilà. Et du coup, on a recréé chez Meilleurs Agents cette paillote, donc il y avait cet espace. Donc on a fait un espace équipe qui fait 300 ou 400 mètres carrés, qui est sur le thème assez proche de l'univers de la plage, de la nature, etc. Et il y a une vraie paillote. On a créé sur mesure une vraie paillote qui fait 60 mètres carrés, sous laquelle il y a un bar, etc. Et aujourd'hui, je pense que n'importe qui va dans les bureaux de Meilleurs Agents passe par cette paillote parce qu'en fait, elle est tellement liée à leur culture et intrinsèquement à qui ils sont que les équipes présentent la paillote, l'endroit s'appelle d'ailleurs la paillote, et on ne parle même pas d'espace équipe ou de cuisine ou quoi que ce soit. Tout le monde, n'importe qui chez Meilleurs Agents dit la paillote. Et voilà. Et en fait, ça, c'est assez puissant parce que du coup, ça se nourrit de quelque chose qui est culturellement fort dans l'entreprise, qui est basé sur quelque chose qui existe. Enfin, nous, quand on est arrivé, c'est une légende qui existait depuis 3-4 ans chez Meilleurs Agents. Quand on a fait, donc c'est quelque chose qui est persistant, qui se transmet, que du coup tout le monde connaît et qui du coup a forcément de l'impact sur les équipes et sur les nouvelles, puisqu'on fait vivre cette culture. Ouais, Et ouais, c'est trop, très important. trop bien. On retient du coup la paillote de Meilleurs Agents. C'est plus qu'un clin d'œil à la culture. Là. C'est vraiment mettre de manière évidente un sentiment d'appartenance par rapport à un truc commun. Ouais. Moi, je retiens aussi effectivement le fait de retenir les gens sur leur mission plus que ou sur les valeurs plus que sur ce que fait la boîte. En fait, on a plusieurs exemples d'entreprises où foncièrement, c'est dur d'attirer des jeunes aujourd'hui sur des sujets qui peuvent sembler traditionnels, pas forcément excitants et tout. Et en fait, c'est par ce que tu mets derrière ta mission et tes valeurs qui va les attirer, quoi. Il y a une question justement dans le chat. Sur quel élément jouer et insister pour inciter les plus jeunes à nous rejoindre? Est-ce que vous avez constaté un décalage générationnel dans les attentes du bureau
Est-ce que si on veut attirer une personne de 30, 40, 50, on dit la même chose que si on attire les jeunes diplômés par rapport au Moi, je bureau? pense que oui. Moi, enfin, en tout cas, ce que je ressens, c'est que globalement oui, mais potentiellement pour des raisons différentes. Quand je suis jeune, potentiellement, je viens de commencer, on prend l'exemple de Paris, j'ai un petit appart à Paris de 15 mètres carrés dans lequel j'ai pas envie d'être toute la journée, donc j'ai envie d'aller au bureau pour retrouver des gens et puis et puis que le bureau il soit agréable à vivre. Voilà. Et puis quand je suis pas plus vieux, que je vis en banlieue, mais que mes bureaux sont à Paris, j'avais envie d'y venir peut-être que deux fois par semaine, mais par contre, j'ai envie que mon expérience au bureau, elle soit différente de ce que je vais vivre à la maison, elle soit unique, etc. On a beaucoup dit le bureau comme à la maison pendant longtemps. Je pense que c'est un peu terminé. Et en fait, et un peu pour tout le monde, et que ce soit jeune ou moins jeune, récemment dans l'entreprise ou pas, on vient chercher au bureau des choses qu'on trouve pas ailleurs. Et ces choses-là, normalement, elles sont liées à l'entreprise, sa mission, ses projets, sa culture et ses valeurs. Et ça, si tout le monde est aligné, bah, en fait, qu'on ait 20 ans ou 40 ou 60 ans, en fait, on vient chercher la même chose, puisqu'on est aligné avec des valeurs. Et je pense que la grande démission dont on parlait au début et qui existe aujourd'hui, elle est beaucoup liée aussi au fait qu'en fait, on n'est plus aligné avec l'entreprise, la mission, ça résonne pas en soi. Et du coup, on démissionne aussi pour ça, pour aller trouver quelque chose qui fait du sens pour soi. Et Ouais. quand on a trouvé du sens, peu importe l'âge qu'on a, on est content de participer. Vous, Alexandra, vous recrutez pas mal enfin, sur à peu près tous les âges, on va dire, mais beaucoup de jeunes diplômés aussi. Ouais, on a beaucoup de jeunes. Alors, j'espère que c'est grâce à nos annonces qu'on essaie de les faire assez attrayantes et attirantes. On a une équipe de recruteurs en fait qui travaille dessus. On met beaucoup en avant tous les perks, justement les avantages, les bénéfices qu'ils auront à rejoindre. Et on met pas forcément en avant que le financier. On met aussi en avant le culturel. Et, euh, et du coup, il y en a quand même pas mal qui nous joignent pour ça, en fait, justement, la culture d'entreprise qu'on peut apporter, euh, enfin, qu'on a, en fait, et avec laquelle ils peuvent venir surfer. Et voilà. Enfin, je trouve que, effectivement, pour les jeunes, il y a pas seulement ce côté où c'est bien d'avoir les snacks et tout ça. Maintenant, quasiment tout le monde fournit les mêmes services et les mêmes prestations. C'est Mm. plus une question de feeling et justement de culture et de valeur, je pense. Ouais, ok. Peut-être là-dessus, enfin, euh, moi, la question, du coup, enfin, je vois le chrono tourner. Et du coup, enfin, ce que ça pour répondre juste à la question dans le chat, j'ai l'impression que l'idée à garder en tête, c'est que c'est plutôt immatériel, la manière d'attirer les jeunes qui sont beaucoup plus sensibles peut-être que les générations d'avant sur les valeurs, la culture, etc. Et en revanche, les attentes autour du bureau, elles, ont largement shifté vers quelque chose de plus moderne, collaboratif, plus d'espace et tout. Donc le bureau, c'est plus un changement universel, on va dire. Ouais, C'est un mais le vrai bureau doit argument de transmettre. recrutement. Ouais, Ouais. Et c'est un argument de recrutement, je pense, beaucoup plus fort, par contre, pour les jeunes que pour des personnes un peu plus âgées. C'est-à-dire ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais à mission égale, à conditions financières égales, je pense qu'une personne plus jeune sera davantage, tu vois, aura un gros point bonus pour une boîte qui a des bureaux qui, justement, sont attrayants, confort. Ce sera peut-être moins le cas, effectivement, pour une personne un peu plus senior qui verra plutôt le bureau comme un outil de travail, là où il faut faire effectivement assez attention pour recruter des talents. Le bureau est un argument du recrutement. C'est le ok. premier, le bureau, c'est quand même un des premiers éléments visibles Ouais, justement de sa culture ou des valeurs ouais, qu'on transmet. Donc c'est quand même, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'effectivement, on les attire peut-être pour des sujets de projets, de missions, de valeurs et d'émotions, on va dire, mais derrière, le premier marqueur, c'est souvent le bureau. Est-ce que ça ouais. traduit ce que vraiment, enfin, ce que je dis, est-ce que est vraiment traduit? J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur
comment on fait des bureaux pour limiter l'impact environnemental, etc. C'est sûr que si on travaille sur des sujets écologiques, si on a notre entreprise est une mission écologique et que on ne prend pas en compte dans l'aménagement de bureaux, dans l'installation, l'impact environnemental qu'il peut avoir et que ça ne se traduit pas dans le quotidien, dans ce qu'on a pensé et créé, c'est sûr qu'il y a un décalage qui se crée forcément et qui peut-être peut du coup amener les équipes à se poser des questions sur la véracité de la mission ou des valeurs qui sont partagées, quoi. Ouais, donc il y a une cohérence qui doit se retrouver dans ton aménagement, dans ton choix de bureau par rapport à ta mission. Dans tes valeurs, et même c'est une espèce de projection de comment vont être les relations aussi entre les gens. Tu vois, de rentrer dans un bureau où tu as, je sais pas, je vais donner un exemple sans nommer, mais il y avait une boîte, un de nos clients, ils avaient un floor entier des collaborateurs et le CEO de la boîte avait son bureau sur une mezzanine avec un bureau tout en verre. Et il voyait, si tu veux, tu avais vraiment la mezzanine et le floor en bas. Tu vois, intuitivement, tu peux te dire, OK, est-ce que c'est un environnement de travail dans lequel je vais apprécier? Parce que ça dénote aussi comment l'espace est configuré, comment les équipes sont réparties et comment elles collaborent entre elles. C'est assez révélateur, je pense, des relations sociales aussi entre les gens. Et ça, c'est un point qui est hyper important. On a un client Préto qui a des bureaux sur plusieurs niveaux qui sont en train d'aménager. Ils sont ils veulent absolument créer des espaces où les gens puissent se rencontrer, de ne pas faire un espace pour travailler, un espace, la cantine, une tisanerie ici, et que les gens ne puissent pas se voir. C'est hyper important dans leur réflexion qu'il faut que tout le monde puisse se rencontrer à un moment de la journée, de surtout pas créer des zones et créer une équipe par-ci, une équipe par-là, les boss dans ce côté-là, c'est pas du tout leur culture. Et c'est le reflet de beaucoup de boîtes. Donc, c'est aussi très visuel, l'espace de comment les gens collaborent entre eux au-delà des valeurs qui sont reflétées par le design, par l'esprit. Ouais, la question du top management, c'est marrant, c'est une question qui est revenue souvent. Il y a à la fois des enjeux où forcément le top management il a besoin de plus de confidentialité, plus de choses comme ça, et en même temps, il ne faut pas être non plus déconnecté du reste de l'entreprise. Vous voyez des entreprises où le top management est complètement intégré dans la logique de flex ou comment, enfin, je sais pas, Alexandra, comment ça se passe chez vous? Quel choix vous avez fait là-dessus? Alors nous, on a eu un changement à partir d'un certain nombre d'employés où on a eu besoin, le top manager se retrouvait dans des situations où, de toute façon, il monopolisait une salle de réunion à part entière. Donc en fait, on leur a effectivement dédié des bureaux, mais assez ouverts et sur les mêmes floors. Enfin voilà, ils sont pas sur un floor séparé, ils sont pas à part de tout le monde. Et ça a été aussi, ça c'est un peu aussi dans notre culture, c'est-à-dire on est humble et tout le monde devrait être assez aligné et à la même enseigne. Donc effectivement, notre étage supérieur avec une super vue, avec la terrasse et tout ça, c'est l'étage social où tout le monde a accès, tout le monde peut partager, tout le monde peut se rendre. Et le top management avait besoin d'un peu plus de confidentialité, avait besoin d'avoir des zones où ils puissent faire des réunions plus sensibles. Donc effectivement, on a dû penser à un moment donné à les mettre dans des bureaux, mais assez ouverts et toujours accessibles à tout le monde en fait. Ouais. Ok, donc quand même intégré au sein de la vie de l'entreprise, quoi. Ouais, de toute façon, le flex office ne peut pas vraiment marcher s'il est lié qu'à une partie de l'entreprise. Et je pense que le top management doit forcément porter cette vision de ce projet-là. Et c'est sûr enfin, on le voit souvent, mais dans les aménagements de bureaux, il y a des tailles d'entreprise où à un moment donné, bizarrement, ça n'a plus de sens que le top management soit dans l'open space avec tout le monde parce qu'ils vont effectivement monopoliser des salles de réunion, etc. Donc, autant leur prévoir un espace. Ouais. Dans ce cas-là, il faut que cet espace il soit ouvert et potentiellement même qu'il soit accessible. C'est-à-dire de dire, moi, quand je suis pas là, c'est une salle de réunion comme une autre. Vous pouvez aller l'utiliser, vous poser, etc. Donc, en fait, de garder cette ouverture quand même et d'amener cet usage qui va être différent et de pas en faire une porte qu'on a fermée avec une clé. Et puis, top management est parqué dedans et puis c'est un peu une zone de no-go, de non-droit, on sait pas trop ce qui se passe. C'est intéressant quand elle est partagée avec le reste de l'équipe. C'est exactement ça, ouais. Là, j'ai fait un sondage sur LinkedIn là-dessus, il y a pas longtemps, et de savoir justement est-ce que le bureau des fondateurs il devait être privé ou au milieu de l'équipe, parce que c'est une question qui revient assez souvent chez nos clients dans leur réflexion d'aménagement. Et les résultats, là, je les retrouve.
Tu as 49% des gens qui ont répondu, qui ont dit il faut que les dirigeants aient un bureau à eux, et 51% qui ont dit non au milieu de l'équipe. Et en fait, le trade au milieu, c'est que les gens disaient, donc, tu n'as pas vraiment une tendance, mais par contre, dans les commentaires des réponses des gens, c'était plutôt exactement ce que dit Quentin. C'est important qu'à un moment, c'est pas forcément les dirigeants, mais en fonction des services, tu peux avoir un espace de confidentialité, mais que pour justement un peu rendre le truc moins clivant, de dire c'est le bureau, faut frapper, c'est le bureau du boss, d'en faire des espaces qui sont un peu hybrides et qui soient souvent réutilisés en espace soit de travail ou de salle de réunion. Et ça permet de rejoindre un peu le meilleur des deux mondes, qui est de j'offre une solution à des collaborateurs qui ont besoin de confidentialité, d'avoir un espace à eux, parce que ça n'a pas de sens de les mettre au milieu de tout le monde, d'un point de vue pratique. Et en même temps, je crée pas cette espèce de hiérarchie, même spatiale, qui est t'as le bureau des boss ou t'as le bureau de la DRH et puis t'as les autres. Oui. Ok. Non, bah, l'exemple, les exemples sont assez parlants. Et c'est marrant que, ouais, je pense que c'est vraiment à jouer en fonction de la taille de l'entreprise et des besoins, comme disait Quentin. C'est aussi illusoire de vouloir maintenir la transparence à tout prix, je pense en tout cas. C'est ce qu'on observe chez les boîtes avec lesquelles on travaille, quoi. Ok, bah, l'heure tourne, on a largement dépassé. Merci d'être Si on a 20 secondes de plus, pour... je voulais faire une précision, parce que j'ai vu pas mal de questions dans le chat sur le Flex Office. Il faut bien, pour moi, le Flex Office, souvent on pense que le Flex Office, c'est j'ai 100 personnes et j'ai 70 postes. Le Flex Office, c'est vraiment une réflexion globale, en fait. C'est pas juste le nombre de postes de travail, c'est une réflexion qui se fait sur la globalité de l'aménagement que vous allez faire. Et généralement, un Flex Office qui marche bien, c'est si on a des postes ou des espaces support qui vont compléter, s'assurer que si un jour mon équipe, elle est là à 100%, tout le monde a une place dans les bureaux. Alors peut-être que tout le monde n'aura pas un poste de travail, mais il y aura assez de place en salle de réunion, il y aura assez de place pour avoir des gens en salle de réunion, des gens dans des espaces équipes divers, etc. Et en fait, voilà, vraiment le Flex Office, que j'ai vu beaucoup de gens qui parlaient comment on fait pour faire passer le Flex Office, comment on fait pour les gens qui ont peur, comment on fait pour les gens qui veulent pas bouger de place. En fait, le Flex Office, c'est vraiment c'est pas juste un poste de travail, quoi. Si on présente le Flex Office comme juste un poste de travail, enfin, 70 postes de travail pour 100 personnes, par exemple, c'est une grande erreur, c'est vraiment un sujet global. Ouais. Et cette notion de zone tampon, elle est importante, effectivement, je pense, pour se garder une marge de sécurité et aussi rassurer les collaborateurs sur le fait que s'ils veulent vraiment venir, ils pourront. C'est une notion que t'es vraiment pas le premier c'est pas la première fois que j'en entends parler, en tout cas, et c'est important à intégrer dans la réflexion. De toute façon, je pense que les personnes qui assistent à ce webinaire-là sauront qu'elles peuvent nous contacter tous les quatre, je pense, ne serait-ce que dans une optique de réseau, mais aussi, voilà, s'il y a des questions, je pense que c'est intéressant de pouvoir vous adresser aussi à ce genre de personnes. Peut-être pour conclure, du coup, les 2 ou 3 mots qui, selon vous, définissent les attentes des collaborateurs. En 2 mots, moi, je pense que il y a le côté ouvert et le côté central qui, de ce qui ressort ici, me paraissent importants. Est-ce que vous avez des mots qui vous viennent en tête en priorité? Collaboration, je dirais. D'avoir justement tous ces espaces collaboratifs et pas ouverts. Ouais, moi, j'avais collaboratif et adaptabilité. L'idée d'être modulaire, c'est ça, de pouvoir rajouter, enlever des benches. Ouais, d'être collaboratif, d'avoir des espaces collaboratifs. Et l'adaptabilité, c'est plus de ce que disait Alexandra ou Quentin, c'est d'avoir des espaces qui ont un usage, mais qui peuvent aussi être hybrides, et de pas enfermer l'espace dans un usage quelconque, et de le réfléchir sous différentes facettes. Okay. Ouais, pour moi, ce serait culture et usage. Culture, ouais. parce que c'est important et c'est émotionnellement très très fort, et les usages parce que en fait qu'on parle de flex office ou pas, ou de salle de réunion ou pas, en fait le plus important c'est quel est l'usage qu'on fait du bureau, quel est l'usage que l'équipe en a, et c'est ça qui va faire qu'un projet est réussi et que les attentes des collaborateurs sont respectées, ou ça répond aux attentes des collaborateurs. Super. Et ben, ce sera le mot de la fin, a priori. Merci à tous de vous être connectés.
Merci on espère beaucoup. que Merci Vianney de nous avoir invités. En tout cas, c'était un sujet très c'était un intéressant. plaisir. Merci Un beaucoup. vrai Merci pour plaisir. l'organisation et puis merci à tous les participants. Voilà. Et à bientôt et merci encore. Au Au revoir. Bonne revoir. journée.